On va rester dans le monde de l'eau. Bienvenue. Napoléon Skiffi, membre de la Fédération nautique de pêche sportive en apnée. Tout un programme. En ces périodes estivales, c'est le moment où beaucoup de gens, de jeunes, de moins jeunes, s'adonnent à l'apnée. Je pense que votre présence va permettre à la fois d'expliquer ce que c'est que la Fédération nautique de pêche aquatique et sportive en apnée, mais en même temps de donner des bons conseils. Vous êtes professionnel depuis pas mal d'années de l'apnée, de la pêche, de la plongée sous-marine. Quels sont les premiers éléments qu'on peut donner aux gens qui veulent faire de l'apnée? Alors pour commencer, donc l'apnée, la chasse sous-marine, en particulier la chasse sous-marine, parce que moi je fais énormément de chasse sous-marine. Ce qui est important, c'est de se renseigner, d'avoir une assurance, à minima une assurance civile, parce que sinon vous ne pourrez pas pratiquer la chasse sous-marine en France. Ça, c'est on va dire le début, la première chose à faire quand on veut se mettre à la chasse sous-marine. Ensuite, si on veut commencer et faire des choses un peu plus techniques, commencer à rentrer dans le milieu de la chasse sous-marine, à ce moment-là, il existe donc des fédérations. Donc, moi, je suis à la FNPSA. Donc, cette fédération qui a pour but de informer, d'accord? Donc, on va informer les pratiquants donc sur plusieurs choses, donc par exemple les réserves, les espèces qui sont autorisées ou interdites, les mailles de capture, donc les tailles réglementaires ou pas des poissons. Donc toutes ces petites choses-là font que c'est très important aujourd'hui de pouvoir se rapprocher d'une fédération, d'un club ou même d'une école, parce qu'il existe aujourd'hui des écoles de chasse sous-marine, pour pouvoir débuter la pratique en toute sécurité et bien encadré sans risquer de faire une erreur sur un poisson ou sur une zone. Voilà. Au même titre, et vous êtes chasseur, je le sais depuis longtemps, au même titre que pour le gibier, le poisson est soumis à une réglementation très importante. On parle d'agachon, on parle de coulée, on parle d'indienne. Tout ça, c'est des techniques différentes. Tout le monde ne les connaît pas. Alors, on voit faire du snorkeling comme ça le long des plages, mais il y a tout un tas de techniques plus ou moins différentes et surtout qui nécessitent là aussi des capacités physiques. Oui, alors il existe quatre principales techniques. On va dire les quatre principaux types de pêche sont l'agachon, comme vous l'avez dit, donc qui consiste à se poser au fond et à attiser la curiosité du poisson pour que le poisson vienne à nous. Ensuite, il existe la pêche à trous, donc à ce moment-là, on a tendance à rentrer dans le milieu, dans les cavernes ou en tout cas dans les cavités où le poisson se cache pour venir le débusquer. La coulée, donc le coulée, c'est tout simplement une pêche à vue, donc il faut pêcher dans les endroits où souvent on a une bonne visibilité, donc une eau relativement claire, et à ce moment-là, ça nous permet de descendre sur le poisson le plus discrètement possible pour pouvoir essayer de prélever ce poisson-là. Et après, il y a ce qu'on appelle l'indienne. Donc l'indienne, c'est la technique qui consiste à se fondre un peu dans le milieu en longeant, en utilisant, on va dire, le biotope pour se cacher, pour se rapprocher suffisamment du poisson pour pouvoir tenter un tir. On a Voilà, toutes ça, les combinaisons, on va dire, un peu camouflage qu'on peut voir chez certains apnéistes, certains plongeurs, chasseurs sous-marins, qui utilisent finalement le milieu et leur tenue pour pouvoir être au plus proche des poissons. Oui, alors le camouflage, moi je suis pas forcément convaincu que ça a un grand intérêt pour la chasse sous-marine, mais effectivement, en particulier quand il y a très peu d'eau, ça peut aider. Ça peut aider. Après, on va dire que la technique Les poissons rentre. voient les couleurs, les changements de chromie comme ça? Oui, alors il y a alors ça a été prouvé, le poisson voit les couleurs. Même si certaines couleurs disparaissent avec la profondeur. Alors après, je ne vais pas rentrer vraiment profondément dans la technique parce que je ne suis pas suffisamment connaisseur là-dessus. Mais effectivement, comme on peut voir, là, sur une photo qui apparaît, un chapon qui est rouge vif, au fond, on le verra plutôt gris que rouge. Voilà, pareil sur un denti qui est violacé, on le verra, dans les tons de gris, bleu, voilà. Donc c'est des couleurs qui se transforment avec la profondeur et on a la même chose avec nos camouflages sur les combinaisons.
C'était l'idée, c'était de savoir si finalement les poissons voyaient le camouflage, enfin, pouvaient voir les couleurs que vous portiez et savoir si ça valait le coup d'avoir des combinaisons camouflage. C'est un peu comme à la chasse terrestre, hein. Aujourd'hui, un sanglier, ce qu'il voit surtout, c'est le mouvement plus que la forme, parce qu'on sait qu'il voit pas très bien. Nous, c'est un peu pareil. Ce qui est important, c'est de se fondre dans le milieu. Et aujourd'hui, pour se fondre le mieux possible, il vaut mieux être soit statique, soit utiliser ce que je disais, donc le biotope. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'un camouflage particulier. Dernier point, Napoléon, je voudrais qu'on parle de sécurité parce que effectivement beaucoup de plongeurs s'adonnent comme ça sans matériaux spécifiques. Il faut rappeler les règles de sécurité pour la plongée, pour l'apnée et aussi surtout pour la chasse sous-marine. Alors effectivement, donc c'est pour ça que c'est toujours important de se rapprocher d'une fédération, d'un club ou d'une école. C'est que ils viennent apporter tous ces éléments de sécurité qui sont aujourd'hui déjà obligatoires, hein, et qui sont en plus primordiales pour éviter les accidents qui hélas arrivent fréquemment sur les côtes. Il faut savoir que les principaux le système le plus efficace, c'est de se faire voir par les autres utilisateurs de la mer. Donc, c'est-à-dire, c'est la bouée. Donc, cette bouée est obligatoire. Enfin, le pavillon alpha ou bêta, enfin, je ne sais plus trop exactement les noms, mais en tout cas, le pavillon alpha est obligatoire et permet d'avoir une zone de sécurité autour du chasseur. C'est-à-dire que alors c'est un peu particulier parce que si vous êtes en Méditerranée ou si vous êtes côté Atlantique, c'est pas pareil. Mais pour vous donner un exemple, en côté Méditerranée, ça oblige les bateaux à passer à des vitesses, à ce qu'ils appellent une vitesse raisonnable. Donc ça n'interdit pas le bateau de s'approcher de vous, mais en tout cas ça l'oblige à ralentir. Alors que dans certains endroits en Atlantique, il y a un rayon d'interdiction de circulation des bateaux à 100 ou 150 mètres. Donc effectivement, la bouée déjà nous permet d'avoir une zone de confort, nous permet d'avoir une zone de confort autour du chasseur quand elle est détectée et quand elle est surtout hélas, comme en montagne, ne sont pas forcément au courant. Mais bon. Est-ce qu'il vaut mieux aussi, comme en montagne, donner son point de chasse, j'allais dire, à son entourage pour dire voilà, je suis à cet endroit-là pendant un certain temps et après je vais bouger? Effectivement, c'est toujours rassurant d'avoir la position du chasseur ou du pêcheur ou de savoir où est-ce qu'il est, à quelle heure il y est, jusqu'à quelle heure environ. Maintenant, quand on fait des déplacements en bateau, si on vient pêcher en bateau, hein, à ce moment-là, vous savez, d'un moment à un autre, on peut changer d'avis. Donc, c'est préférable quand on part à la panne de dire effectivement à un proche qu'on va pêcher sur cette zone-là. Maintenant, quand c'est des déplacements en bateau, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, en fonction de beaucoup de choses, on peut changer d'avis et dire, bon, au lieu d'aller à droite, je vais aller à gauche, au lieu d'aller à gauche, je vais aller derrière. Bon. Donc voilà. Donc, ce n'est pas forcément une obligation, mais effectivement, c'est recommandé. Bon, je sais que vous êtes actuellement en tournage pour faire un 52 minutes sur la chasse sous-marine. J'imagine que ça doit prendre beaucoup de temps. Beaucoup de passion aussi parce qu'il faut mêler à la fois le tournage et puis les prises. Qu'est-ce qu'on en fait après? On déguste aussi comme du coup de fusil au coup de fourchette, on va déguster le poisson? Alors oui, c'est ça qui est super, hein, mais ça c'est comme dans la chasse terrestre, hein, ou même si on va ramasser les champignons, hein, je veux dire c'est effectivement le plaisir d'aller de la mer à l'assiette en sachant exactement d'où vient le poisson et une traçabilité qui est incroyable parce que forcément c'est vous qui l'avez prélevé. Donc c'est vraiment exceptionnel. En plus, on a la chance que le poisson de mer a un goût exceptionnel. La prochaine fois qu'on se revoit, c'est autour d'une assiette alors, Napoléon. Il y a des chances. Il y a des chances. Merci beaucoup d'être intervenu, merci de vos conseils et puis plein de bonnes choses pour la suite de ce tournage. À très bientôt, bel été, et puis vous aurez compris qu'il faut faire très attention si vous aussi, on est en pleine période où vous souhaitez faire la plongée.